Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S507 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 octobre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec l'ingénieur du son Benoît Stéphanie pour parler d'enregistrement sonore pour la vidéo. Alors peut-être pour commencer, Benoît, est-ce que tu peux un peu nous parler finalement de l'importance du son dans une vidéo? Oh bah, ça, c'est un vaste sujet. Mais, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte, que c'est un petit peu inconscient et que en fait, si le son est bon dans un programme, vidéo, quel qu'il soit, hein, que ce soit diffusé sur internet ou quoi, en fait, c'est le cerveau va retenir que, en fait, ce que le cerveau aime bien, c'est pas faire trop d'efforts finalement. Donc, ça veut dire que si vous demandez beaucoup d'efforts au cerveau pour comprendre ce qui se passe, en fait, le cerveau, il va pas être content et il va vous le dire, quoi. Et mais ça se passe à votre insu. Donc c'est ça qui est assez, étonnant. C'est-à-dire que, parfois, même un mauvais raccord, son, quand on est en post-production, va vous empêcher d'avoir une Ouais, opinion, ça nous fait faire un blocage et puis c'est voilà. rejet total du truc quoi après quoi. On a l'impression qu'en fait le montage image est pas bon, alors qu'en fait finalement c'est un problème de raccord son. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Donc les 2 sont vraiment, entremêlés. Et tu veux dire que, par exemple, on a le droit à l'erreur presque, à l'image, mais que le son, ça pardonne pas, quoi? En je sais pas si on peut dire une chose comme ça. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est qu'il faut, si vous voulez, si vous êtes créateur de contenu, il faut que votre son soit agréable à écouter. Ouais. Donc agréable, ça veut dire quoi? Ça veut dire plaisant et cetera, mais si par exemple, il y a beaucoup de voix, de paroles, il faut que ce soit facile à comprendre, très intelligible. C'est ça qui va faire la différence. Et quand je vois, pas mal de jeunes, youtubeurs et cetera, il y en a encore qui, privilégient l'image, qui font parfois des trucs assez léchés. Je pense, à Léna Situation, par exemple. Au niveau on peut dire qu'il y a un certain une recherche stylistique dans son image, mais enfin, ça fait longtemps que j'ai écouté, mais je me souviens, il y a quelque temps, avoir regardé quelque chose, Mmh. sur ma télévision. C'était extrêmement indigeste, c'était fort, faible, fallait bouger la zapette tout le Ouais, temps, ouais. et ça n'allait pas, quoi. Et donc c'est un frein à son succès. Bon, elle a quand même réussi, Ouais, donc je me fais pas trop de soucis pour elle, mais bon, en tout cas, nous qui portons une attention, toute particulière à la qualité, sonore de nos podcasts, tu penses qu'on a raison de mettre le paquet à ce niveau-là? ah bah, oui, là, ça me paraît évident. C'est Non, tiens, on va c'est prendre nos c'est téléphones finalement. mmh. On va Non, faire une mais parce que émission dégueulasse. Non, regarde mais ça Benjamin, on pourrait faire beaucoup plus simple, exactement. beaucoup moins lourd en termes de matériel, d'organisation, de post-production. Bon, voilà, on met du temps, on met des moyens là-dedans et pour que ça soit agréable à écouter pour nos auditeurs, quoi. On en revient à ce que disait encore Pardon, on met les moyens. Alors, Benoît, il y a quand même un truc qui revient souvent là quand on parle de son d'une manière générale et peut-être même, encore plus au niveau de la vidéo, c'est que c'est hyper compliqué et que c'est pas intuitif. Je t'avouerai que je suis un peu d'accord avec ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, oui, complètement, c'est un truc qui revient très, très souvent. Donc alors pourquoi c'est compliqué et pourquoi, c'est pas intuitif? C'est Je intimidant pense même, je dirais. Ouais, alors je pense que déjà, finalement, quand on fait du son et du son à l'image, en fait, on se doit de connecter, en fait, plusieurs appareils, entre eux, hein. Mmh. Si vous partez avec une caméra ou un appareil photo, bon, une fois que l'objectif il est mis, c'est bon. Vous appuyez, vous allumez votre appareil, vous faites vos réglages et boum, vous êtes prêt. On est Mmh. d'accord? Ouais, ouais. Si vous voulez y mettre du son, ah alors, qu'est-ce que je vais mettre comme son? Quel est le standard? Je mets un micro sur la caméra, enfin on va y revenir, hein, et cetera. Ou est-ce que j'utilise un système sans fil? Après alors il faut que je comment je fais? Il faut que je règle peut-être le niveau, à l'émetteur et puis après ça va passer dans le récepteur. La sortie du récepteur, il va falloir que je la connecte sur l'entrée.
de mon appareil photo. Il va falloir que je règle tout ça. Donc à partir du moment où on interconnecte plusieurs appareils entre eux qui ne sont pas forcément conçus pour Fonctionner fonctionner ensemble. ensemble, Ouais, ouais. déjà, il y a ce côté-là. Il faut que les liaisons fonctionnent. Et en plus, il faut allumer tous ces appareils, vérifier qu'ils ont de la batterie, qu'ils fonctionnent bien. Donc, on voit que déjà, c'est plus compliqué. Moi, je le vois bien, même quand je suis en tournage avec mes collègues journalistes, reporters d'images ou caméramans, si vous voulez. Bon, bah, quand il y a quelque chose qui les intéresse, tac, ils allument la caméra, c'est bon. Moi, je suis là, il faut que j'allume ma mixette, il faut que je vérifie que mes systèmes sans fil sont allumés, que mes niveaux sont là. Bref, j'ai un temps de latence qui est plus important, hein, qui va être de l'ordre de peut-être une trentaine, quarantaine de secondes. Alors que donc pour dégainer, hein, vous voyez, c'est déjà un petit peu plus long. Et puis, alors, souvent, j'ai une perche avec un fil, tout ça. Donc il y a déjà ça. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, c'est que les outils qu'on utilise, c'est-à-dire les microphones, en fait, ils fonctionnent de manière assez différente une paire d'oreilles reliées à un cerveau qui est un dispositif intelligent. Alors qu'un microphone connecté à un préampli, que ce soit un préampli de petite mixette ou un préampli qui va se trouver sur la caméra ou l'appareil photo, c'est pas un dispositif intelligent. Donc Ouais, le mais rendu est très différent. c'est Donc d'autant le plus difficile, pardon, c'est d'autant plus difficile tout ça quand on est seul, parce que là tu parles aussi de ton cas quand tu es avec une équipe de tournage, mais quand tu es seul et que tu dois penser à tout ça, c'est un autre univers le son, quoi. Quand tu dois déjà gérer ton cadrage, etc., il faut ensuite penser au son, faut se renseigner peut-être avant de se lancer, parce que c'est effrayant, quoi. Sur le terrain, on sait pas, enfin, il faut penser à tout, quoi. Ouais, effectivement, c'est un truc en plus à gérer, mais je peux vous rassurer, aujourd'hui avec franchement la technologie, et Ouais, les les outils à produits disposition. actuels, Ouais, ouais. Ça s'est pas mal amélioré, ça s'est pas mal simplifié, donc j'imagine qu'on va reparler un petit peu de tout ça. Bien sûr. Mais, voilà quoi, c'est ça les 2 points majeurs, c'est ce côté interconnexion d'un côté et Mm. puis ce côté aussi, voilà, on peut penser que: «Oh bah tiens, j'entends bien ici, je vais mettre mon micro ici, puis ça va être bien» et Ouais, puis, non, quand on écoute, c'est pas ça. c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, en tout cas, sur mon expérience personnelle, quand on s'est lancé dans le podcast, alors évidemment, au début, j'étais complètement prévu, je savais pas quoi acheter, quoi utiliser, un micro, une table, une machin, un truc, un bidule. Mais au fur et à mesure de mes recherches et de mes essais, je me suis finalement rendu compte que manipuler du son, c'est manipuler un signal et que finalement, la logique derrière tout ça est assez proche de celle d'une photographie. C'est-à-dire on a un traitement analogique en entrée qui va être transformé en numérique et qui va être un peu manipulé jusqu'à sa diffusion finale. Bon, en tout cas, voilà, on va essayer de simplifier au maximum toutes ces questions-là. Alors, quand on est en train de parler de son dans une vidéo, quel type finalement de son on peut être amené à manipuler? Alors évidemment, il y a des voix si on a affaire à des gens à un ou une personne qui discute, mais quel autre type de son on peut être amené à manipuler en vidéo? Alors, bah, si on regarde la manière, dont les gens tournent aujourd'hui pour des sujets, hein, de reportage ou même documentaires, qu'est-ce qu'on a comme type de son? Au moment du tournage, c'est souvent une succession, finalement d'interviews d'un côté où il y a des gens qui parlent ou de scènes Mhm. de vie où on voit des gens qui vivent et puis, donc interview, voix et puis des plans de coupe, bien souvent. Ouais. En termes de son, ça dit quoi? Ça veut dire, des voix d'un côté, qu'il Mhm. faut prendre avec la meilleure intelligibilité possible et puis de l'autre côté, des sons, plus d'ambiance qui vont aller avec les plans de coupe qui vont pouvoir habiller. Voilà et puis après, en post-production, donc ce qui va se passer après, on peut, en fonction de ce qu'on a ramené du tournage, on en rediscutera peut-être après, on peut, parfois enrichir un petit peu ces sons d'ambiance et puis, éventuellement mettre une musique, voilà. Ça donne déjà un petit peu une idée, du genre de type de son, qu'on utilise, quoi. Enfin, je simplifie un petit peu, mais Ouais, dans l'ensemble, enfin, on est un petit peu là-dedans. on a la bonne base. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans la pratique maintenant et on va vous proposer d'écouter le témoignage de l'audio-naturaliste et artiste sonore Marc Namblard. Il nous donne quelques conseils et pièges à éviter au moment du tournage vis-à-vis du son, évidemment. On l'écoute.
Alors, je tiens à préciser que ce que je vais dire est valable surtout pour les documentaires animaliers et de nature. Alors, un des principaux pièges consiste à vouloir à tout prix réaliser toutes les prises de son en même temps que les prises de vue. C'est pas facile, hein, car les contraintes pour la prise de vue et la prise de son ne sont pas vraiment les mêmes, quoi. Euh, pour filmer les animaux, on peut, enfin, et on doit même souvent rester à distance, hein, pour la prise de vue, et les téléobjectifs nous permettent de le faire. Mais en prise de son, nous avons besoin de proximité, ça c'est vraiment important, afin d'obtenir un enregistrement avec de la dynamique. Il y a plusieurs moyens d'obtenir cette proximité. Tout d'abord, l'approche directe, qui consiste à s'approcher de l'animal et évidemment sans le faire fuir. Mais le risque est tout de même élevé de se faire repérer et du coup de modifier le comportement de l'animal et de gâcher la prise de vue par la même occasion. Et sans parler évidemment du risque d'entrer dans le champ de l'image. Donc une autre solution consiste à utiliser une parabole, un micro parabolique, qui augmente de manière physique la dynamique du son, mais attention, c'est un outil qui est adapté pour des sons plutôt aigus, pour des chants d'oiseaux principalement. Alors si la situation le permet, il peut être intéressant d'anticiper un peu, de disposer des micros donc avant l'arrivée des animaux, en les camouflant de manière à ce qu'ils ne soient évidemment pas visibles à l'image, et en laissant tourner voilà, pendant toute la durée nécessaire. Et puis ensuite, on récupère, au dérochage, on récupère les passages qui nous intéressent. De manière générale, j'ai presque envie de dire quand même qu'il est préférable de réaliser les enregistrements avant ou après la prise de vue, notamment en ce qui concerne les ambiances. Dans tous les cas, il est impératif d'activer les micros sur les caméras pour avoir un son témoin de la scène filmée qui sera toujours précieux en post-production. Donc il ne faut jamais faire l'économie des pistes son au moment de la prise de vue, quoi. Et si possible en utilisant un micro d'assez bonne qualité fixé donc sur la caméra. Mais alors pour mettre toutes ces chances du bon côté, il faut penser aux bruits parasites liés à la prise de vue, en évitant de parler bien sûr près de l'appareil ou même de chuchoter, et en faisant attention par exemple à sa respiration, à ses reniflements, au bruit produit par les frottements des vêtements. Utiliser plutôt des doudounes sont à bannir, hein. Il vaut mieux utiliser des polaires et avoir des couches de polaires voilà, qui permettent d'obtenir des mouvements en faisant moins de bruit parasite. Ouais, et puis juste un mot, mais moi, pour l'avoir vu bosser en condition, Marc, c'est quand même un sacré personnage. Quand il se trimballe au milieu de la brousse ou de la faune sauvage avec ses micros, et notamment ses micros paraboliques dont il parlait, je me souviens qu'il avait C'est des trucs passé d'espion, ça. voilà, les douanes américaines, il le prenait pour un espion, il l'avait vraiment embêté parce que tout son arsenal de micros était assez impressionnant. Il y a des micros étanches, etc., qui mettaient sous l'eau pour attendre le passage de certains ours. C'est un boulot fascinant, et sur le terrain, il faut pas faire de bruit. Et comme il dit, le moindre chuchotement, le moindre bruit parasite, souvent on l'entendait pester à distance, parce que lui nous entendait évidemment, nous on savait pas où il était. Et il faut vraiment avoir conscience de ça. Quand on a un preneur de son pas loin, il faut vraiment faire silence, quoi. Ouais, c'est passionnant tout ce que vous dites, et c'est passionnant ce que dit, Marc aussi. Et je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve qu'effectivement les audionaturalistes, sont des gens, fascinants et que c'est bien de leur rendre hommage. Et il se trouve que par hasard, j'ai aussi interviewé un spécialiste, voilà, de la prise de son, pour les d'ambiance naturelle et d'animaux. Et il s'appelle Fernand Desroussen. Et il se trouve que son interview va passer dans le prochain Sonovision, Ok. donc ça nous ramène là. Mais
Non, blague à part, c'est fascinant ce qu'ils peuvent raconter ces gens-là. Moi, je suis en admiration et ils ont plein d'anecdotes de tournage vraiment intéressantes et amusantes du genre, faut camoufler les fils du micro parce que sinon, les oiseaux peuvent penser que ce sont des serpents et des Ouais. prédateurs, donc voilà, ça va pas. Ou alors, certains rongeurs, adorent le caoutchouc, donc ils vont avoir tendance à ronger les fils ou le matériel, les bonnettes et cetera. Enfin, c'est tout à fait fascinant. Donc ça, voilà, mais c'est une discipline à part, très, très particulière et qui concerne somme toute peu de gens. Cela dit, quand Marc disait: «C'est important de ramener, d'utiliser les pistes son qui sont sur les caméras et Ils de sont témoins, en ouais. Mmh. voilà, en gros, ramener le plus de matière possible lors d'un tournage». Oui, 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 il a complètement raison là-dessus et ça demande effectivement des précautions. C'est vrai que si pendant que vous faites, votre prise de vue, vous causez, vous toussez, vous faites du bruit et ben la prise de son sera ruinée et c'est pas toujours évident parce que parfois on est avec des gens ou des invités qui vont passer, on veut leur poser des questions pendant que qu'on tourne et ça, il faut éviter à tout prix. Oui, ou en pleine nature pendant un affût qui peut durer 4 heures, 5 heures, bon, encore plus longtemps où il se passe rien, c'est dur de c'est dur de parfois pas parler, quoi. Mais c'est marrant parce que toutes ces petites choses auxquelles il faut être particulièrement attentif dès qu'on traite un peu de son, souvent on apprend par l'expérience. Moi, je me rappelle de certains enregistrements de cette émission où on a des ambulances qui passaient à toute balle sur le boulevard qui est au-dessus de nous, Mmh. où la première fois, ça nous paraissait être un bruit auquel on n'a pas prêté attention. Et on s'est rendu compte en post-prod que c'était pas bon du tout et malheureusement on pouvait pas refaire. Donc c'est vraiment par l'expérience qu'on apprend à être très attentif à tous ces petits détails. Bon, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux différentes solutions techniques qui existent, qui sont à disposition pour l'enregistrement sonore autour des vidéos. Et pour commencer, on va écouter le témoignage d'un vidéaste qui s'appelle Benjamin Tanto, qui est aussi youtubeur, hein, qui anime la chaîne derrière la caméra. Il nous parle un peu de son setup audio qu'il utilise sur le terrain et aussi chez lui en home studio. On l'écoute. Alors l'importance du son dans mes vidéos, effectivement, c'est un gros sujet et déjà pour notre thématique, pour nous autres vidéastes et particulièrement sur YouTube, c'est hyper important. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit sur YouTube, c'est vraiment le premier élément technique, il faut que ça soit propre. On a tendance à dire que, le spectateur va rester devant une vidéo de qualité moyenne au niveau de l'image, mais avec un bon son. Par contre, l'inverse, si le propos est inaudible et incompréhensible, là, ça va être compliqué. Donc, sur les alors moi, il y a un petit peu, j'ai tendance à utiliser 2 setups, que ça soit en extérieur ou en intérieur, en studio pour faire une voix off. Au niveau du matériel, si je commence par, mes tournages en extérieur, généralement, moi, la base, c'est au moins avoir un micro caméra qu'on va venir, placer sur la griffe de la caméra. D'autant plus si c'est en extérieur, il y a beaucoup de vent, avec une bonnette anti-vent. Donc moi, je teste beaucoup de matériel, d'équipement sur la chaîne, mais généralement, dernièrement, j'utilise un Videomic NTG, c'est aux alentours de 200 €. C'est un micro, directionnel qui se met sur la griffe de la caméra et voilà, tu peux adapter facilement une bonnette anti-vent, dessus. Il y a une petite suspension pour éviter les vibrations et de transmettre, voilà, des bruits, parasites lors de l'enregistrement et ça, c'est vraiment la base quand je veux capturer, alors soit un micro-trottoir, mais plutôt des bruitages, on va dire capter l'ambiance de ce que je filme et puis, le 2e, produit que j'utilise la plupart du temps, là, quand je veux vraiment capturer une voix de qualité, donc que ça soit pour, une interview, par exemple, là, je vais plutôt, moi, partir sur un micro-cravate. Généralement, en reportage, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide à installer. Donc, moi, au niveau du micro-cravate, ce que j'aime bien utiliser et conseiller, c'est, généralement d'ailleurs, c'est ce que là, je suis en train de citer comme référence, c'est plutôt les produits de chez Rode. Donc, par exemple, un kit Rode Wireless Go, c'est relativement abordable pour commencer, c'est plutôt de bonne qualité et en fait, tu as 2 émetteurs pour un récepteur. Donc ça, c'est intéressant quand tu fais, pour une interview, mais si tu as 2 personnes à interviewer ou tu as un échange, une conversation,
bah là, tu as juste ton récepteur sur la caméra et puis tu as 2 émetteurs que tu places sur tes sujets. Alors pour la voix off, le setup va être un peu différent. Alors moi, j'ai testé beaucoup de choses. En fait, moi, c'est vrai qu'au début, je continuais d'utiliser mon micro-cravate sur mon appareil photo. J'ai même parfois, alors pourtant je voulais pas l'image, je gardais, je mettais le capuchon même si j'avais l'image noire, mais je me servais de mon appareil photo comme enregistreur, on va dire. Bon, ça, c'est vraiment pas la meilleure des méthodes. Généralement, on conseille d'utiliser une interface audio qui se connecte directement sur l'ordinateur et puis ensuite tu lances ton logiciel d'enregistrement. Moi, ce que j'utilise déjà depuis quelques années, c'est plutôt un enregistreur audio externe. Alors moi, j'utilise un Zoom H6 et voilà, en XLR, j'ai branché un micro canon, un micro semi-canon, c'est un MKE 600 de chez Sennheiser. On est peut-être plus trop dans l'entrée de gamme, on arrive sur du milieu de gamme, mais bon, il y a des micros beaucoup plus chers, donc je trouve que ça reste accessible. Bah, j'ai un fichier externe et du coup, je le mets sur mon logiciel et ensuite, il y a une petite, bah, non, du coup, il y a même pas de synchronisation. Quand je suis dans le cadre, on va dire, d'un tuto où je me filme pas au niveau de l'image, il y a pas besoin de faire de synchronisation. Si jamais j'ai ma caméra qui tourne, là, voilà, il y a une petite synchronisation à faire, mais ça se fait, assez facilement sur logiciel. Bon, on voit hein, que Benjamin, il a déjà un setup qui est assez avancé et puis qu'il a construit ce setup, entre guillemets, par l'apprentissage et à force finalement de faire des erreurs. Moi, je trouve ça rigolo qu'à une époque, il utilisait son boîtier carrément comme enregistreur sonore. Bon, ça nous donne une bonne base de réflexion hein, pour essayer de décortiquer toutes les solutions qui existent. Benoît, si tu veux bien, on va essayer de faire des choses de manière progressive et déjà se demander, puisque finalement les caméras, donc les appareils photo ou les caméras qu'on utilise sont toutes équipées d'un système de micro en interne. Hein. Généralement, ils sont positionnés au-dessus du viseur. Est-ce qu'on peut déjà faire des choses de qualité en utilisant ces micros-là? Bah, je trouve que, en fait, Benjamin, il a bien résumé hein, pas mal de choses, quoi. Mais donc, pour revenir à ta question, moi, je suis pas très fan. Bon, de ces micros internes. C'est bien, ils sont là. Bon, quand on n'a rien d'autre, bah, il faut pas les négliger parce que, encore une fois, ça peut dépanner. Mais c'est quand même une utilisation un peu limitée. Pourquoi? Parce que ce sont des micros qui sont solidaires de l'appareil. Donc, tous les bruits de contact que l'on va faire quand on va changer les Ouais, on réglages, tourne une changer molette, machin, ça va voilà, s'entendre, quoi. les ISO, hein, puisqu'on est là. Donc, Mais tout est si vous tactile poussez maintenant, cher monsieur. Tout est si vous tactile poussez sur un les petit écrans. peu les ISO, vous pianotez sur votre écran LCD, ou que vous bougez la charnière de votre écran, Ouais, ou ou même la que motorisation autofocus de voilà, l'objectif, elle s'entend. Hein. Non, mais attendez, les sans gars, vous avez et quelques années de retard là. et Tout est sans parler silencieux. non, mais sans parler des ventilateurs aussi, hein, parce que, Ah oui, il oui. y a sur certains appareils, je sais plus, je crois que c'est Olympus ou Fuji. Moi, je travaille en ce moment avec un photographe, il m'a ramené des choses comme ça il pensait que c'était pas important justement les sons d'ambiance. Il m'a ramené des sons d'ambiance ruinés. J'étais obligé de refaire tout, de faire appel à des sonothèques et cetera, pour des voitures qui passent, et des ambiances de rue, quoi. C'est vraiment dommage. Donc voilà, ça c'est un premier problème, hein, Et pourtant, le il y a des marques comme Sony là, qui sortent des boîtiers dédiés au Vlog avec des Vlog. micros, trois capsules intégrées, quoi. ouais. Et ça, même ça, tu bannis, enfin, tu regardes pas. Bah, après ça dépend parce que si le Vlog, faut regarder comment c'est fait. Si, on met la caméra, enfin ou le dispositif de captation image sur un pied qu'on n'y touche plus et qu'on est en intérieur, Ouais, ça peut-être. peut passer, ouais. Ouais. Mais si tu es en extérieur, et que tu es derrière la caméra, tu vas forcément, tu vas manipuler, même tu vas me mettre sur un trépied, tu vas bouger, sans parler des bruits du vent. Parce que c'est de ça dont parlait aussi Benjamin, il a complètement raison. C'est que dès que tu es en extérieur, le moindre petit zéphyr et hop, on a les bruits du vent que vous Ah, une bonnette connaissez, qui est fournie, hein, je précise, je ouais. me fais l'avocat du diable. Donc, Ouais, mais elle est là. alors faut voir l'efficacité de la bonnette aussi, Ouais, quoi, ouais, c'est ouais. ça. C'est-à-dire, alors, on mesure les efficacités de bonnettes par, en général, le nombre de dB d'atténuation, de ces bruits du vent qui vont faire que la capsule va se mettre à produire des artefacts qui ressemblent pas du tout au bruit du vent dans la nature, mais à Hmm. ce fameux
Je sais pas si on l'entend bien. Ah, Non, tu le fais peut-être pas vachement encore. bien. Si, Je si. fais bien. Ah ouais, tu le fais vachement bien. Bruitage de vent. Bravo. Voilà. Et du coup, on a des problèmes Hmm. d'intelligibilité après qui sont insupportables et qui ruinent la prise de son. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut utiliser au minimum des petites bonnettes en mousse, mais ça va pas aller très loin, hein. Dès qu'on a un vent qui est un peu plus fort, Non, il faut de la on moumoute. n'a rien trouvé de mieux que Le chat mort. des bonnettes en poil qu'on va appeler alors soit des dead cats chez Rode, donc des chats morts. Certains appellent ça des pollux, certains appellent ça des bonnettes à poil, etc. Enfin, il y a plein de noms plus ou moins avouables. Et voilà, donc ça, c'est un deuxième niveau. Ouais. Mais en tout cas, il faut protéger le micro des bruits du vent et c'est un vaste sujet. Alors, quand on branche finalement un micro externe sur son appareil photo ou sur sa caméra, avec la petite prise jack sur le côté quand elle existe, ça veut dire que c'est le son du micro qui va être associé au fichier vidéo directement dans le boîtier. Dans ce cas-là, on est en mono, on est en stéréo. Comment ça se passe? Généralement, vous avez dans le format, on a toujours deux pistes son. Audio 1 et audio 2, hein, par Gauche et exemple. droite. Voilà, gauche et droite, ça, suivant comment on travaille. Et puis après, vous avez cette petite fiche qui est en général, souvent le standard, c'est mini jack, effectivement. Donc c'est quasi toujours le cas, sauf exception, effectivement, avec des trucs un peu exotiques. Donc là, attention. Et après, l'idée, c'est de se dire, bon, j'ai une entrée de canaux, comment je fais pour l'utiliser? Alors, si on reprend l'exemple de Benjamin et notre exemple à nous, on se dit, bon, d'un côté, on a les sons pour les ambiances, pour les plans de coupe. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait, Benjamin? Il utilise effectivement un micro qu'on va appeler un micro-cam ou micro-caméra, que l'on va placer sur le boîtier et que l'on va connecter avec au moyen de cette petite fiche. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des micros qui sont mono, mais la plupart du temps, aujourd'hui, sur les références qui ont été citées, on peut peut-être revenir dessus. Donc, Ah bah chez vas-y, oui, Rode, ou si tu en as d'autres ah, d'ailleurs pour ouais, compléter, j'en ai n'hésite d'autres. pas. Alors, Ouais. chez Rode, dans la gamme Videomic, effectivement, on a le Videomic Go 2 ou le Videomic NTG dont il a parlé Benjamin et qui est plus qualitatif. Chez Shure, vous avez le VP83 et puis chez Sennheiser, il y a des références comme les MKE 400 ou MKE 200. Ouais, Voilà. le 200 est vachement bien, je trouve, très petit. Ouais, Enfin, bon. d'accord. Voilà, l'idée, c'est d'avoir ces références-là, je les cite parce qu'ils ont été étudiés pour cet exercice-là, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois légers, suffisamment puissants aussi pour aller attaquer une électronique qui n'est pas démente, parce que les fabricants d'appareils photo, ils font pas leur publicité sur la qualité de leurs électroniques audio. Donc évidemment, voilà. Et comme me disait Arthur, est-ce qu'on est en mono, est-ce qu'on est en stéréo? Souvent, quand on branche le connecteur mini jack d'un micro caméra, c'est bien souvent le même son qu'on va avoir sur les Sur canaux les deux gauche et pistes. droite, Ouais, hein. c'est ça. Quand on est avec un micro mono, sauf si on a un micro qui est stéréo, à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui sera différent à gauche et à droite. Donc, d'un cas, micro mono, double mono, on va dire, micro stéréo, quelque chose qui va être différent à gauche et à droite. C'est le cas, par exemple, si on utilise ce que disait Benjamin, là, le kit de micro HF Wireless Go 2, qui peut gérer du coup deux émetteurs pour deux personnes interviewées. Sur l'une des pistes qui va être mise sur on va dire la piste de gauche sur la vidéo, on a la première personne, et sur l'autre, et sur la piste de droite, on a le second interlocuteur. Mais alors, attention, parce que si tu utilises ce système-là et que tu veux quand même un son témoin, ça veut dire qu'il faut le dissocier et utiliser un autre Ah oui, bah là, outil, ouais, c'est ça. Là, tu peux comme pas, le disait Benjamin typiquement. d'ailleurs dans sa Ouais, capsule, ouais, parce que du coup, ouais. tu n'as pas de son témoin, parce que tu vas mettre l'émetteur sur l'appareil. Exactement. Hein, Exactement. dans ce cas-là. Ou alors, tu as un système, est-ce qu'on peut envisager, je sais pas, la plupart de nos auditeurs peut-être visualiseront le schéma, mais si on a deux appareils, deux personnes interviewées, un appareil pour des plans plus serrés, un appareil pour des plans plus larges, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, ce système de Wireless Go sur un appareil et puis le son témoin sur l'autre? Oui, en multicaméra, tu veux dire. Ouais. Ouais.
Oui, oui, absolument. Après, voir le son témoin, il va te servir à quoi exactement? Si tu es, je reprends l'exemple d'une interview en mode monocam, ton son, ce que tu veux, c'est en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir le son de ton interview. Absolument. Donc, le son témoin, tu en as pas forcément besoin à ce moment-là. Ou est-ce qu'il peut venir enrichir, par exemple, s'il y a une ambiance, s'il y a des sons de nature en fond, et cetera? Est-ce qu'un son témoin avec un bon micro peut avoir un intérêt? Est-ce qu'il peut venir densifier une ambiance sonore, faite avec des micros-cravates? Ça peut. Ça peut, mais oui, oui, dans une certaine mesure, ça peut. Après, il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes de phase, mais je ne vais peut-être pas rentrer Ouais, là-dedans parce non, que là, c'est ça va peut-être être un petit Non, peu trop, technique. trop, Mais en tout cas, trop précis. encore une fois, l'idée de se dire, je prends tout ce que je vais, avoir l'occasion de ramener du tournage, c'est une bonne approche bah, et j'applique après on ton principe à la lettre là. Non, mais ça oui. ça me parle en fait, Ouais, c'est ouais. pas mal. Alors, pour aller un peu plus loin dans cette idée de connecter, de brancher directement des micros à la caméra, il y a certains constructeurs qui proposent même des sortes de modules d'extension Des mixettes? de connectiques qu'on peut appeler des mixettes et qui viennent se fixer sur le dessus de l'appareil. C'est le cas par exemple de Lumix avec son fameux module XLR. On écoute le réalisateur Bernard Bertrand, ambassadeur Lumix donc, nous en parler. Alors, un mot sur le module XLR. Le module XLR, d'abord, c'est un module qui existe et qui est sorti à l'époque sur le GH5. Je l'utilisais déjà sur le GH5, qui est compatible sur tous les autres maintenant. En gros, ce module XLR va permettre, comme son nom l'indique, d'accueillir 2 prises XLR qui sont la norme dans l'audio pro, on va dire. Donc, du coup, ce module va venir se greffer sur la griffe accessoire du boîtier et ces modules XLR vont donc nous donner accès à de l'audio plus pro. En l'occurrence, je veux dire, toute la gamme de shotgun mic et de tout ça qui sont vraiment, je dirais, plus pointus. Cette connectique est une connectique qui est stable, elle est verrouillée, c'est une connectique pro. En gros, c'est ça et ce module nous permet de modifier, par exemple, le gain. On a pas mal de réglages comme ça qu'on peut faire en amont. Ce module XLR prend, je dirais, encore plus de sens quand il est, équipé sur le GH6. Donc là, du coup, on va avoir effectivement des capacités audio qu'on n'a pas eu jusque-là sur la gamme. En l'occurrence, on va pouvoir capturer 4 signaux audio qu'on peut enregistrer simultanément. Ce qui est assez génial, en fait, c'est qu'on va avoir, en plus de ça, maintenant, sur le GH6, un bouton sur le haut du boîtier à quelques millimètres du bouton rouge de record, on va avoir en fait accès à une prévisualisation, si tu veux, de l'audio, qui va nous permettre non seulement de monitorer ce qui se passe, mais aussi d'influencer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des réglages directement sur l'écran tactile. Évidemment, on enregistre 4 pistes audio différentes, mais on va pouvoir les monitorer séparément. Par exemple, on va dire, je veux me focaliser uniquement sur la piste 1, la piste 2, la piste 1 et 2, ou la piste 3 et 4, etc. Et là, du coup, tout est prévu directement dans le boîtier. C'est assez génial. Alors finalement, hein, le GH6 avec ce petit accessoire, il se transforme quasiment comme un enregistreur multipiste externe. Donc les 4 pistes audio dont il parle, donc c'est 2 micros qu'on peut brancher en XLR sur cet accessoire, un troisième micro qu'on peut brancher sur la prise jack qu'on a évoqué tout à l'heure, et le quatrième micro, c'est le fameux son témoin des micros embarqués dans l'appareil. Benoît, les prises XLR, c'est les grosses connectiques qu'on voit dans les concerts, là, c'est ça? Absolument. C'est des systèmes, en fait, pour chaque, canal envisagé, tu as 3 connecteurs. Donc si je rentre un et en plus, c'est un connecteur qui est costaud, à verrouillage. Ce sont en général des standards, oui, costauds. On peut marcher dessus, ça va pas, souffrir, ça tient. Donc voilà et c'est l'avantage de ces connectiques XLR, c'est que, bon, c'est un petit peu technique, mais on passe à ce moment-là dans un câblage qu'on appelle symétrique et ce qu'il faut savoir de ce câblage dit symétrique, c'est qu'il a 2 avantages. Le premier, c'est qu'on peut, travailler sur des distances assez longues. On n'aura pas de perturbations, Ok. qu'on appelle électromagnétiques, Ouais, on donc peut tu as un imaginer meilleur un son. fil de 20 mètres ou 30 Voilà, mètres sans problème, voilà. quoi. Parce qu'il faut savoir, c'est que le signal micro, c'est tout petit, hein, c'est une toute petite tension, donc c'est faible. Donc c'est très fragile. On ne pourrait pas faire ça avec des petits câbles mini jack, par Mais exemple. qu'est-ce que Donc ça ça, veut c'est dire la symétrique? Qu'est-ce que tu entends par là? Ça veut alors dire canal symétrique, symétrique? c'est un standard, si tu veux, justement. Ça veut dire, si je rentre un petit peu dans le détail, ça veut dire que pour chaque canal envisagé, dedans, tu as 3 connecteurs. Tu vas avoir
ce qu'on appelle la masse, le point chaud et le point froid. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais il faut comprendre que l'avantage, il y en a deux, ce que j'expliquais, une très bonne résistance aux perturbations électromagnétiques. Et l'autre avantage, c'est de pouvoir aussi balancer ce qu'on appelle le standard professionnel, la fameuse alimentation fantôme. C'est Ah ça, parce ouais, qu'il y a des ouais. micros qui ont besoin de jus et d'autres qui n'en ont pas besoin. Voilà, donc le 48 volts ou alimentation fantôme, c'est ça. C'est une tension qui va servir en fait à alimenter le microphone, à certains types de microphones qui vont pouvoir fonctionner. Alors, quel type de microphone? C'est ce qu'on appelle les microphones dits statiques. C'est cette famille-là. Donc, c'est des familles de micros, sans rentrer dans le détail, qui ont besoin d'une tension pour fonctionner. Et cette tension, en fait, on la retrouve dans ces petits micros dont on a parlé tout à l'heure, les petits micros caméras. Ce sont Ouais. des micros statiques. Ils ont besoin d'une tension pour fonctionner, mais elle est fournie souvent par une pile qui est interne ou Exactement. un Une truc petite rechargeable. batterie. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça c'est une première approche. Mais Et dans donc la ça veut dire que deuxième c'est super approche, important. Il faut désactiver l'alimentation fantôme ou l'activer le cas échéant. Ça, c'est un réglage à prendre en compte, quoi. oui, absolument. C'est un réglage à prendre en compte. Donc voilà, donc ça c'est le standard pro. Alors moi, ce qui me fait un peu rigoler dans tout ça, c'est qu'il y a des années, on me demandait de faire des articles sur à l'époque, c'était la mode du mini DV qui apparaissait. Donc les petites caméras avec le standard DV, Ouais. l'HD n'était pas encore là, etc. On dit ah mais c'est formidable ces petites caméras. Ouais mais alors le son quelle galère, on n'a qu'une entrée mini jack, etc. Et maintenant on retrouve la même. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les constructeurs en fait se sont adaptés à cette nouvelle demande et ils ont en fait au départ les caméscopes qui étaient des caméscopes de gamme consumer quoi, pour le grand public, ils ont fait la gamme, ce qu'ils ont appelé prosumer, c'est-à-dire ils ont en fait équipé les caméras pour le grand public d'un appendice qui permettait d'avoir en fait les deux prises XLR pour le son. Ah Et on oui, retrouve ouais. maintenant la même chose sur les boîtiers photo. Donc l'histoire est un éternel recommencement. Ouais, Alors, je me souviens de la et donc, Z7. c'est caméra-là. fascinant. Alors, ce dont vous parlez là, c'est la solution royale, effectivement, c'est la loi d'emmerdement minimum, c'est de trouver une extension XLR qui va faire que finalement On votre pourra appareil tout photo, utiliser, quoi. il va se transformer à avoir la même ergonomie qu'une caméra C'est professionnelle, ça. telle que C'est ça. les reporters, les caméramans, les JRI utilisent tout au long de l'année. C'est ça. Donc, alors, il y a trois. En fait, là, il y a l'offre de chez Panasonic, effectivement, qui est pas mal. Moi, je l'utilise à France 3. Ils ont un boîtier GH. On met ce petit support qui s'appelle le DMW XLR1 chez Panasonic. Et voilà, on se retrouve avec des vraies prises XLR, l'alimentation fantôme qui va nous permettre d'utiliser des micros professionnels. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon, et il y puis, a ah oui, les réglage du réglages. gain, filtre, Voilà, voilà, des petites voilà. Donc tout bricoles ça, comme ça. on retrouve des vraies molettes et donc ça, c'est le confort et on se retrouve comme si on avait une caméra. Donc ça, c'est chez Panasonic. Après, chez Sony, pour équiper la gamme Alpha, là dont vous parliez, l'Alpha 7 et tout ça, ça s'appelle le XLR K3M. Donc ça existe aussi. Ok. Même principe. Donc, vous connectez le support XLR sur la prise accessoire et le son est véhiculé en numérique directement dans le C'est boîtier. ça. C'est-à-dire, Donc ça, c'est ce bien. qu'il faut bien préciser, c'est que tous ces constructeurs, là, Panasonic et Sony, au moment où ils ont développé leur nouveau système, ils ont introduit ce qu'on appelait les hot shoes, où Voilà. finalement la griffe porte-accessoire n'était plus conçue uniquement pour y brancher un flash et simplement faire une synchronisation de déclenchement, mais était une connectique à part entière qui permet de faire passer beaucoup de choses, notamment du son. Exactement. Et Sony va alors, plus loin avec un signal numérique d'ailleurs. Ils ont sorti des micros dédiés. Mais là, c'est encore autre chose. voilà, donc il y a ça. Et je voulais terminer le panorama, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont d'autres boîtiers. Avec chez Tascam, vous avez un module qui s'appelle le XLR 2D. Et il a été développé en collaboration avec Canon, Fuji et Nikon. Et donc, l'idée, c'est le même principe. Donc, il y a une version Canon, il y a une version Fuji, je crois. Et puis, il y a une dernière version qui est compatible, qui a été faite pour Nikon, parce que Nikon, apparemment, ils n'ont pas encore ce système de hot shoe, de ce que j'ai compris. En tout cas, la version qui est compatible avec Nikon, elle va transporter le signal en analogique via un petit Via le jack. mini jack. Ou Voilà. sinon, est-ce qu'il vaut
mieux tout simplement pas investir dans un enregistreur externe Et type c'est ça. Zoom ou Tascam, comme le disait C'est Benjamin ça. d'ailleurs. C'est Il l'étape utilise, d'après, ça. il utilise un Zoom H6. C'est pas le même confort, les amis, parce que Ouais. quand vous avez cette extension XLR, ce module XLR, vous enregistrez directement dans la caméra et vous n'avez pas à vous soucier de refaire une synchro après. Vous Ah, n'avez c'est pas à vrai. vous soucier d'allumer de boîtier. C'est ça aussi. C'est vrai. Donc, c'est une solution qui est, à mon avis, la plus confortable, mais c'est une solution qui n'est pas donnée parce qu'en général, ces modules XLR, ils valent à peu près 500 €. Ouais. Ok. Donc, plus cher, effectivement, que des enregistreurs. Donc voilà, une fois qu'on a son dispositif, alors soit on a branché un micro directement sur son boîtier, soit on passe par un module XLR avec des micros externes, il y a quand même un certain nombre de réglages auxquels il faut être attentif au moment de l'enregistrement, et notamment ce fameux truc qui est le gain du micro. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, le gain, et comment il faut régler son micro pour éviter cette fameuse saturation? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces appareils-là, en fait, ils fonctionnent ils fonctionnent en numérique. Donc, ça veut dire qu'ils ont une échelle de. Si on regarde en général, enfin, il y a plusieurs cas de figure d'ailleurs, parce qu'il y a des appareils photo qui ont que un niveau d'entrée automatique, auquel cas on peut rien faire. Mais il faut dire que la plupart du temps, aujourd'hui, sur les boîtiers, vous avez un niveau qui peut être réglé manuel. Donc, il faut. Alors moi, ce que je suggère souvent, et c'est ce que font finalement beaucoup de ce qu'on appelle les JRI, journalistes reporters d'images, donc ou caméramans qui sont sur les reportages. Souvent, ce qu'ils font, c'est quand ils ont deux pistes, ils utilisent le micro caméra sur une piste et ils se gardent l'autre piste pour les interviews. Et là, ils vont en général utiliser un système de micro sans fil, que ce soit un micro main ou un micro cravate. Alors, qu'est-ce qu'ils font après? Comment ils règlent? En général, pour les ambiances, ils ne s'embêtent pas. Ils mettent le niveau en automatique, ce qui leur permet de. Ok. Voilà, ils sont sûrs qu'il y a du son, que le niveau sera à peu près correct. Bon, il peut y avoir des artefacts avec le niveau automatique, mais bon, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont tout seuls, on doit se concentrer sur beaucoup de Ouais, choses. puis c'est des Donc, choses qu'on peut éventuellement rattraper en post-production, quoi, voilà, pour le coup. donc souvent, je remarque que les gens qui bossent seuls, ils font ça. Donc, niveau automatique pour les ambiances, souvent, et comme ça, ils sont pleinement concentrés sur leur plan de coupe. Et Mais puis, quand idéalement, tu gardes un œil sur les vumètres alors. Enfin, tu regardes sur l'enregistrement du son, les niveaux. bah, tu vérifies que ça fonctionne, c'est bien de mettre un casque, mais ça, c'est pour la partie ambiance. Ouais. Ouais. Pour les voix, il Hein, faut on être est un peu d'accord. plus attentif, quand même. Voilà, quand on arrive aux voix, la plupart du temps, les caméramans sérieux, d'abord, ils écoutent, ils mettent un casque pour écouter ce qui se passe, et ils se mettent en mode manuel. Et quand on passe en mode manuel, on a souvent la possibilité sur les caméscopes ou les appareils photo de faire apparaître le niveau de manière, si possible, la plus précise possible. Donc ça dépend. Plutôt que d'avoir un petit afficheur de niveau, de l'avoir sous une forme un peu plus détaillée, c'est mieux. Et si possible, avoir les niveaux, vous savez, en décibels ou en dB, c'est Ouais. le niveau de mesure. Donc c'est ça qui va vous permettre, en fait, de vérifier que le son rentre et que le niveau est correct. Alors c'est quoi un niveau qui est correct? Souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau, il est gradué. Il va de moins l'infini pour le plus bas à 0 pour le plus fort. Et souvent, on estime que pour une voix, on est entre moins 20 décibels et moins 10, on est pas mal. Alors pourquoi ce réglage-là? Parce que vous savez qu'en son numérique, on n'a pas le droit de saturer. Donc, si on se met à saturer, le son c'est est perdu. inexploitable. Ouais. Voilà. Donc, quand on fait comme ça, qu'on voit que ça module entre moins 20 et moins 10, donc à peu près au milieu, je dirais, de l'afficheur, on se garde une marge de 10 dB pour l'impondérable, là où la personne va se mettre à rire ou à crier ou je Ouais. ne sais pas quoi. Et en général, l'expérience prouve que ça fonctionne. Voilà. Je m'excuse, j'ai peut-être été un petit peu trop long. Non, mais c'est Ah, bah, c'est très c'est pratique, très là, c'est clair. concret, c'est chouette. Ouais.
Bon, donc maintenant on sait quel matériel utiliser, quelle config d'enregistrement, quel type de micro, comment les régler. On va s'intéresser maintenant un tout petit peu à la dernière partie de tout ce process-là, qui est la post-production. Sur une vidéo, hein, donc on l'a vu, hein, dans un scénario idéal, on a à disposition pas mal de matières sonores, des enregistrements spécifiques pour des voix, des enregistrements d'ambiance, un son témoin global. Benoît, j'imagine que dans cette logique, on se dit qu'on va faire le montage image avec le son témoin et qu'on fera après le montage son dans un deuxième temps, non? Ou est-ce qu'on fait les deux en même temps? Ouais, non, en général, souvent ce qui se passe finalement, c'est quand tu fais ton montage, après tout dépend le type, hein, de Évidemment, programme on envisagé. reste dans des trucs Mais voilà, généralistes, hein. admettons que, tu fais un reportage et que tu vas voir, quelqu'un, que tu vas faire une interview. En général, souvent, ce que le monteur fait, c'est qu'il va, structurer, son reportage autour de l'interview d'un côté et autour aussi de la voix off qui va pouvoir venir éventuellement. Donc, ça se fait avec au niveau rédactionnel. Qu'est-ce qu'on met en voix off? Qu'est-ce qu'on met en introduction souvent? Et qu'est-ce qu'on va mettre en conclusion? Donc ça, c'est souvent, des choses qui sont faites en voix off, donc matière additionnelle d'enregistrement qui va se faire. Et donc tout ça est minuté, ça, hein. Souvent on dit: «Voilà, bah, mon truc mon speech d'intro, ça fait, je sais pas, 15 secondes». Bah, il faut 15 secondes de plan de coupe. On met les 15 secondes de plan de coupe et on se laisse la place pour l'enregistrement après. Et puis après passe voilà l'interview. Donc on écoute, on commence à monter l'interview. «Ah bah tiens, là, il y a eu une hésitation» et cetera. On fait des rapprochements et cetera. «Ah, ça fait des sautes à l'image, mais à ce moment-là, on va mettre des plans de coupe» et Mmh. cetera. Donc tu vois, les choses se font, ça se fait un petit peu de front, cette partie, montage, OK. sachant qu'on va se garder quand même, si on raisonne en termes de pistes, on va se garder des pistes pour la partie ambiance et puis des pistes pour la partie, voix, interview. C'est souvent, Et puisqu'on est dans la post-prod, quel logiciel tu utilises et quel type de fichier tu privilégies? Parce que nous, en photo, on a l'habitude, les JPEG, les RAW, et cetera. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? la qualité en fait, de l'audio, et du montage audio et du traitement audio a pas mal progressé dans les logiciels de montage image. C'est un fait. Il n'empêche que c'est toujours plus confortable d'utiliser un logiciel, audio pour gérer le son. Alors comment ça se passe? Il y a plusieurs cas de figure. Alors il y a des logiciels qui permettent, en fait un bon, dialogue, je pourrais dire, Ouais. entre la vidéo et le son, avec au moyen d'un standard qu'on appelle, OMF ou AF, donc vous avez peut-être entendu parler. Oui, c'est ça. Donc AF, ouais. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir par exemple, un fichier Premiere dans Adobe Audition sans voilà. problème, ça se synchronise parfaitement. Et j'imagine que c'est la même manière de fonctionner côté Apple entre Logic et comment il s'appelle, et Final Cut. C'est différent, en fait, justement. C'est c'est un cas typique qui est très différent. Tu peux nous expliquer Le ce que ouais, c'est ces je fichiers-là? peux vous expliquer. Alors, il faut revenir peut-être un petit peu, faire un petit peu d'histoire. C'est qu'au début des logiciels de vidéo, il y avait la vidéo d'un côté, puis il y avait des stations audio qui étaient, complètement, dédiées à ça, qui étaient pas des systèmes informatiques à l'époque, parce que l'informatique n'était pas assez puissante et tout. Et puis à un moment donné, le leader qui était Avid à l'époque, avec ce qui allait devenir son Media Composer, s'est dit, «Bah, il faut qu'on trouve une norme pour que le dialogue soit mieux entre le logiciel vidéo et puis le logiciel audio». C'est trop bête parce que les 2 systèmes sont des systèmes d'enregistrement sur disque dur, mais on n'arrive pas à communiquer. Donc ils ont poussé pour, en fait, créer un standard qui s'appelait à l'époque OMF, Open Media Framework, qui allait devenir un peu plus tard l'AAF. Et donc l'idée, c'était quoi? C'était on commence le projet dans la station, vidéo, on fait le montage et on a possibilité, quand on veut terminer le montage et passer au mixage, qui est normalement ce qui se fait, chez les professionnels,
Donc au moment du mixage et de l'enregistrement, des voix off et cetera. Alors qu'est-ce que l'on fait? Le monteur son fait un export OMF qui va permettre d'exporter toutes les pistes son de manière indépendante et éventuellement permettre dans le logiciel audio de récupérer donc tous les plans de coupe avec possibilité, ce qu'on appelle les poignées, c'est-à-dire possibilité de revenir sur chaque point de coupe et pouvoir ajuster en gardant un petit peu de matière autour du plan de coupe, c'est-à-dire 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes. Vous voyez, est-ce que c'est clair ce que je dis? Ah bah, Vous c'est très comprenez un clair, petit c'est peu? comme un Ouais, fichier PSD ou TIFF en photo d'accord. finalement. Ouais. Ah ouais. Donc ça, c'est historiquement, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut savoir que Avid avec le Media Composer, Premiere avec, enfin Adobe avec Premiere Pro et puis, quel est l'autre que j'oublie tout le temps? Hormis le cas Apple, parce que le cas Apple justement n'est pas DaVinci. compatible. DaVinci, Resolve, ces 3 logiciels-là, utilisent et savent, donc exploiter, faire des exports et des imports donc au format, AAF ou MF. Donc ça fonctionne. Parfait. Alors, pour terminer, dans certains cas, les enregistrements qu'on peut faire sur le terrain ne suffisent pas. Et on a besoin en post-production, alors soit d'ajouter des musiques d'ambiance, des effets sonores spécifiques, ou même, dans certains cas, de complètement recréer l'ambiance sonore de la prise de vue. On écoute de nouveau l'audio-naturaliste et artiste sonore Marc Namblard nous expliquer finalement la part des choses qui doivent être réalisées au moment du tournage et celles qui peuvent être réalisées en post-production. Alors le plus souvent, la part de la prise de son sur le terrain est malheureusement trop réduite, limitée dans le meilleur des cas à des enregistrements témoins, donc réalisés par les cadreurs, qui serviront de référence en post-production pour reconstruire les ambiances sonores à partir d'enregistrements piochés dans des banques sonores généralistes et de qualité inégale. Mais comme il est difficile de trouver des enregistrements qui correspondent précisément au milieu, au paysage et surtout aux situations filmées, eh bien le résultat est souvent assez décevant et malheureusement c'est quelque chose qu'on rencontre trop souvent dans le milieu du documentaire. Alors heureusement, certaines productions se donnent quand même les moyens de sortir de ce schéma en engageant tout d'abord un preneur de son sur le tournage, quelqu'un dont c'est le métier, et en acquérant des enregistrements complémentaires en post-production, des enregistrements réalisés par des spécialistes qui apportent leur expertise et qui sélectionnent minutieusement des sons dans leur bibliothèque en faisant en sorte qu'ils correspondent au milieu, au paysage et aux situations filmées. Alors selon moi, la part de la prise de son sur le terrain doit être au moins égale à la part du travail sonore réalisé en post-production. Ça, c'est un petit peu, voilà, ça devrait être une règle, parce qu'il s'agit de deux phases différentes, mais très complémentaires. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit vraiment utile de se constituer une banque de sons très en amont dans le projet, avant le tournage, en se disant, voilà, on va réunir plein d'ambiances, de sons, et puis on piochera dedans ensuite. Bon, les situations sont tellement variées que il est difficile, la plupart du temps, de les anticiper de cette manière. Donc il est préférable, selon moi, de s'appuyer sur, sur l'expérience du tournage, hein, pour bien identifier ensuite les besoins. Et à ce moment-là, donc un petit peu en amont de la phase de post-production, mais après le tournage, donc, on se constitue une sonothèque qui sera donc du coup déjà orientée et qui correspondra plus précisément aux besoins du projet. L'idéal étant de faire évidemment appel à des spécialistes qui apporteront donc leur expertise. Alors une fois de plus, hein, c'est très intéressant ce qui nous raconte Marc, bon, très spécialisé, bien entendu. Benoît, si on se met un peu à une autre échelle, il existe du coup des endroits où on peut trouver des ambiances sonores pour habiller ces vidéos relativement simplement et peut-être pas trop cher.
Oui, oui, bien sûr, bah, ça existe depuis, quelques années, maintenant. Alors, au départ, ce qu'on appelle ces sonothèques existaient, sous forme de CD, OK. et puis après livrés sous forme de disque dur et puis, aujourd'hui, on trouve aussi des tas d'alternatives, en ligne. Voire, souvent, ces ambiances et ces bruitages peuvent soit être trouvés sur des sites spécialisés, soit ils peuvent être, disponibles sur des sociétés qui se sont spécialisées aussi sur les images, les séquences, et cetera. Tout ce qui est stock, en fait. Donc les musiques, tout ça, donc on peut citer par exemple, Pond5 qui est, Ouais, bien sûr, un peu qui est un incontournable. voilà, donc sur abonnement souvent ou pas, enfin ça après ça dépend, et cetera. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis mais moi j'avoue que je suis assez attaché, je suis un peu old school sans doute, donc, j'aime bien avoir des CD aussi et parmi les CD, je trouve que finalement, il y a une collection dont on peut encore faire l'acquisition, je pense, qui est celle de Radio France, enfin qui était en tout cas publiée par Radio France à l'époque. Bon, qui est un petit peu vieillotte maintenant, mais il y avait 4 CD qui permettent, d'avoir déjà, finalement, pas mal d'ambiance et de son sol qui peuvent, encore dépanner aujourd'hui. Je sais que c'est encore utilisé. Et puis après, il y a des tas d'éditeurs qui sont aussi spécialisés là-dedans et donc que les monteurs son, connaissent et qu'on peut aussi, utiliser. Sollicité au besoin. Puis une dimension très créative aussi dans la recherche de son. La marque Très difficile. en parle, mais il m'avait raconté comment il allait parfois dans des endroits où il y avait de la glace, donc certaines destinations, enregistrer les sons de cristaux de glace ou de craquements qui allaient après être utilisés par certains artistes dans des albums musicaux. Et là, Donc on en c'est revient un c'est peu fascinant, quoi. à ce qu'on racontait la semaine dernière sur le métier d'iconographe. Ouais, Toute la question, c'est l'indexation, le référencement et exactement. l'utilisation des mots-clés Et où il l'archivage. faut, entre guillemets, se mettre dans la tête de l'utilisateur final sur le type de mots-clés qui pourrait être amené Ah, à complètement. utiliser pour tomber sur le bon son, quoi. Il y a des utilisations parfaitement improbables, hein. Donc Ouais. c'est important Oui, ça. à mon avis, c'est pas, enfin même sémantiquement tout ça, quand on rentre vraiment dans des choses, créatives, des fois c'est impossible de prévoir quoi, Ouais. certains de se dire que je sais pas tel bruit va servir en fait pour faire une transition ou tel autre va servir pour, voilà l'intro d'un album, et cetera. Après c'est vraiment, étonnant, hein, des fois quand enfin moi je sais que j'avais discuté avec les sound designers de Star Wars et c'est incroyable, quoi. Mais bon, c'est un autre débat et une autre émission, j'imagine. Non, mais ça ferait une émission sympa, ça, avec les sound designers de Star Wars. Ça peut Tu être intéressant. m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, écoutez, Benoît, Benjamin, on va terminer là-dessus. Merci Benoît bah, pour tous les éclairages que tu nous as offerts au cours de ce grand débat. On passe à la suite et on attaque le débrief.